Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire ici... alors, je vais vous présenter ici des entreprises qui pourraient être intéressantes à avoir dans votre watchlist pour les entreprises, pour les entreprises exerçant dans le service ici des télécommunications. Donc, service de télécommunications ici, vous avez vu, on a analysé ici le secteur. Je vous ai donné deux entreprises ici qu'on a déjà eu à étudier, donc notamment AT&T et Verizon. Donc, quand vous verrez cette vidéo aussi, la vidéo sur Verizon sera déjà sortie. Si vous êtes également abonné à la newsletter gratuite ici, vous avez accès déjà à la note concernant Verizon ici. Donc, pour moi, dans ce secteur-ci, Verizon et AT&T, c'est deux entreprises qui m'intéressent particulièrement en date d'aujourd'hui, au prix actuel. OK? So, maintenant, quand on va parler des entreprises, quand on va parler des autres entreprises qui sont dans le secteur ici, comment est-ce que j'arrive à déterminer que ce sont des entreprises intéressantes? C'est en réalité ce qu'on va essayer de voir ici aujourd'hui. En fait, j'utilise un screener, d'accord? Mais mon screener est très simple. C'est très simple d'utilisation. Donc, j'ai un screener ici qui se base sur quelques éléments. Un, je cherche la géographie, d'accord? Donc, notamment si vous avez l'outil Koifin, vous venez sur Koifin, vous cliquez ici, à ce niveau-ci, d'accord? Donc, on clique dessus, donc vous pouvez l'agrandir à ce niveau. Vous mettez My Screen. Donc, au niveau de My Screen, vous allez ici, d'accord? Vous cliquez sur Modify Criteria. Donc, premièrement, ça c'est la géographie. Deuxièmement, on vous présente ici de pouvoir décider si vous préférez des entreprises qui sont négociées uniquement sur leur marché primaire. Donc, leur marché primaire ici, c'est leur marché d'origine. Parce que parfois, vous allez voir une entreprise comme Apple qui est cotée aux États-Unis, mais également, vous allez voir une variation de Apple qui est cotée en Allemagne. Donc, attention. Il faut prendre essentiellement la partie qui est cotée sur le marché, sur sa zone boursière, enfin sa zone d'origine. On va le dire comme ça. D'accord, sur sa place boursière d'origine. Donc ici, je mets yes. Ok. À ce niveau-ci, je choisis industrie. Faites attention. Il y a une différence entre industrie et secteur. Ok. Dans un secteur, il y a plusieurs industries. OK? Dans une industrie, il y a plusieurs sous-industries. D'accord? Donc, faites attention. Donc, ici, je sélectionne industrie et au niveau d'industrie, vu que je cherche le secteur des télécommunications ici, donc, je vais mettre ici raccourci communication, donc télécommunication service. Donc, on va prendre diversifié et wireless service. Pourquoi est-ce que diversifié? Parce que diversifié, ce sont des entreprises qui sont dans le secteur des télécommunications et dans le secteur de la câble-distribution. Donc, c'est pour ça qu'on dit diversifié. Donc, et on les met là directement. Donc, diversify and wireless. Je valide, d'accord. Maintenant, au niveau du filtre, simple, je mets uniquement le revenu. Je veux uniquement des entreprises qui ont des revenus d'au moins 100 millions, d'accord, 100 millions de revenus, d'accord, et une capitalisation boursière de 1 milliard. Déjà, en parlant de revenus, je préfère les entreprises qui ont un revenu assez au moins de 1 milliard. Mais attention, je me garde souvent le droit d'aller en dessous. Donc, j'ai une préférence pour les large caps, donc pour les grosses capitalisations, d'accord, les grosses et les moyennes, ok. Les small caps, généralement, ne m'intéressent pas énormément, ok. C'est pas que je ne regarde pas, mais sauf que ça m'intéresse juste pas. Je pense qu'avec les large caps, j'ai déjà assez de travail comme ça, ok. Généralement, la plupart du temps, ce sont des entreprises qui sont déjà extrêmement qualitatives et ça me plaît ainsi, ok. Notamment, on va souvent vous dire que oui, mais dans les small caps, vous allez trouver plus d'opportunités. Ah, ça dépend. Pour moi, en fait, c'est du 50-50, ok. Donc, je préfère aller avec les large caps. Donc, ici, en parlant maintenant de capitalisation boursière, je mets 1 milliard minimum. Au niveau de la valeur d'entreprise sur EBITDA, je mets juste l'information, d'accord? Donc, je n'ai pas mis une limite stricte. Donc, c'est ça mon screener. Je ne mets pas de limite stricte. La seule limite stricte que je vais mettre, c'est au niveau des cash flow from operation. Donc, les bénéfices, enfin, le cash flow issu des activités opérationnelles de l'entreprise ici, d'accord? Donc, je veux mettre ce cash flow, je veux qu'il soit croissant au moins sur les 10 dernières années. Je ne veux pas une entreprise qui n'a même pas pu augmenter ses cash flows opérationnels sur les 10 dernières années, d'accord? Ça veut dire que cette entreprise-là n'a presque rien fait du tout. Mais attention, prenez également en considération que la situation du moment, la situation en période de pandémie, peut-être que certaines entreprises sont mal comportées en période de pandémie. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, c'est un élément que vous devez également garder en tête, d'accord? Mais je pense que déjà avec ça, je pourrais déjà avoir le maximum. Les meilleures entreprises ont pu au moins avoir des revenus en dette, même en période de pandémie, supérieurs à il y a 10 ans. Et ça, je ne parle pas de bénéfices nets, hein. Je parle des revenus ou des bénéfices opérationnels, d'accord? Donc, les cash flows issus des activités opérationnelles de l'entreprise, d'accord? Voilà mon screener, d'accord? Une fois que c'est fait, je mets Save, OK, et voilà la liste. Quand je les classe ici par capitalisation boursière, vous allez voir que la première capitalisation boursière ici, c'est T-Mobile. La deuxième, c'est Verizon. La troisième, c'est AT&T. Parmi toutes ces entreprises, si vous allez voir que je les ai classées ici par valeur d'entreprise sur EBITDA,
D'accord? Donc, la valeur d'entreprise ici sur l'EBITDA, enfin, excusez-moi. Le free cash flow, la valeur d'entreprise, le free cash flow sur la valeur d'entreprise, d'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la valeur d'entreprise, c'est essentiellement ici la capitalisation boursière plus ou moins la dette nette. OK? Donc, s'il n'y a pas de dette nette, ça sera moins le cash. S'il y a de la dette nette ici, ça sera plus la dette nette. OK? On fait ce ratio-là, donc free cash flow divisé par la valeur d'entreprise ici. Ça vous donne un rendement, en fait. Ça veut dire ici que même en prenant en considération la dette et que vous distribuez la totalité des free cash flow, vous aurez 4% de rendement. Ça prend en considération la dette. Ce n'est pas le free cash flow yield qui ne prend pas encore sur la capitalisation boursière, qui elle ne prend pas en considération la dette. D'accord? Donc ça, c'est encore plus robuste. OK? Donc, une fois que j'arrive sur ce genre de tableau-ci, moi, je vais ligne par ligne. D'accord? Dans mon screener, en fait, je ne vais pas le classer ici en regardant et dire, OK, je prends celles qui ont des free cash flow plus élevés. Sinon, je vais prendre toutes les entreprises et je vais lire. Par exemple, si je prends ici T-Mobile, d'accord? Donc, je prends T-Mobile ici, je constate quoi? Je vois que T-Mobile ici, nous avons un revenu qui est croissant. En termes de free cash flow, qu'est-ce que j'observe? Je vois ici un free cash flow qui est, voilà, en dents de scie. En termes de net income, qu'est-ce que j'observe? Je vois un net income ici qui est en dents de scie. Moi, déjà, en ce moment, à partir de ce niveau-ci, je me dis, cette entreprise ne va peut-être pas m'intéresser. Pourquoi elle ne va pas m'intéresser? Parce que si je la compare à une autre entreprise qui est dans le même secteur d'activité, je vais obtenir ce genre de résultats si regardez comment on a une différence ici. Vous voyez? Donc, si je prends juste la compagnie Verizon, vous voyez que sur Verizon, ici, je vais juste mettre ça sur le même graphique, quand on dézoome un tout petit peu, donc je vais juste fermer cette partie-ci, voilà. Quand on dézoome un tout petit peu sur les 10 dernières années, vous voyez qu'on a des free cash flow, des net income qui augmentent et des free cash flow qui augmentent également. OK? Si je les mets ici en histogramme, ça sera encore plus visible pour vous. D'accord? Donc, vous voyez ici qu'ici, on gagne à peu près 6 milliards. En date d'aujourd'hui, nous avons à peu près une moyenne de 18 à 20 milliards par là. OK? Donc, si je prends les free cash flow, c'est encore plus visible. OK? Donc, pourquoi est-ce que cette entreprise T-Mobile ne gagne pas d'argent? Parce que si on le met comme ça, qu'est-ce que vous observez? T-Mobile ne gagne pas d'argent. Presque pas. À part sur les dernières années. Si on prend le net income également, voilà, c'est pas quelque chose d'assez stable. Ici, on a une moyenne à peu près aux alentours de 3 milliards sur les dernières années. Faites attention à ça. Mais attention, il faut également vous rendre compte que T-Mobile est une compagnie particulière parce qu'elle a fait l'acquisition ici de Sprint. En fait, ils ont fusionné. Donc maintenant, ce n'est peut-être pas le moment de regarder la rentabilité de l'entreprise ici. Demandez à l'entreprise de pouvoir au moins s'autofinancer. Donc, il faut au moins que les free cash flow soient supérieurs à 0. Mais ça, c'est temporaire parce que si on compare entre les deux entités ici, du point de vue des EBITDA, d'accord, vous allez voir quelque chose de différent. Donc, du point de vue des EBITDA, en termes de marge, d'accord, EBITDA margin ici, vous constatez quoi? Vous constatez qu'on a des marges ici, je vais les mettre sur les 10 dernières années, d'à peu près 33% ici. Je vais comparer maintenant avec ce qu'on a sur EBITDA, donc ce que nous avons ici sur Verizon, et je les mets sur le même graphique. Qu'est-ce que vous voyez? Verizon est plus stable en termes d'EBITDA, mais les EBITDA, la marge des EBITDA ici de T-Mobile augmente, au point où ils sont presque au même niveau en date d'aujourd'hui. Ça veut dire que tôt ou tard, il y a de fortes chances que T-Mobile puisse avoir le même niveau de marge nette ou de rentabilité que la compagnie Verizon. OK? Donc, ça, c'est ce que je prends en considération. Vu qu'on a le segment de télécommunications ici, la dette nette également sera importante. La dette nette, vu qu'on prend la dette nette généralement sur l'EBITDA, il faut la comparer par rapport à un EBITDA qui est à peu près stable ici. Et je vous ai dit que pour ce genre d'entreprise, prenez la dette nette sur EBITDA moins la dépense en capital. Ça vous donne une idée générale ici en prenant en considération la dépense en capital. Mais n'oubliez pas que la dépense en capital peut être influencée par la dépense en capital de croissance. Donc, ça, c'est juste un raccourci ici en prenant la dette nette sur EBITDA. Donc, on voit ici que sensiblement, Verizon est plus endetté, sensiblement, mais attention, prenant en considération que les EBITDA ici ne sont peut-être pas au niveau qu'on a connu par le passé, donc ça peut être également être temporaire. Bref, ça c'est sur le moment où je prends Verizon, d'accord? Je vous ai dit que sur ma liste, je prends Verizon et AT&T, d'accord? Je vous ai déjà fait la liste, je vous ai déjà fait l'analyse sur ces différentes compagnies-là, mais j'ai également rajouté BCE, d'accord? BCE qui est une compagnie ici canadienne. D'accord? Donc, c'est Bell Communication. Donc, vous allez voir que pour Bell Communication, c'est à peu près la même histoire. Mais vous allez voir que l'histoire est encore plus belle ici. Dans le sens où, quand on regarde le revenu, qu'est-ce qu'on observe? La croissance. Moi, je suis très visuel. Donc, quand je regarde les entreprises qui m'intéressent, je les regarde d'abord visuellement parce que les belles entreprises ont tendance à maintenir leur marge et leurs revenus stables. Au moins, avant même de regarder la croissance. OK? Donc, quand je regarde ici, revenus stables, free cash flow, on a à peu près une stabilité, mais attention, les free cash flow peuvent être impactés
par la dépense en capital. Donc ça, c'est à voir. Quand je regarde les net income ici, je constate quoi? Je constate qu'au niveau des net income, on a à peu près une stabilité des net income ici. D'accord? Parce que dites-vous qu'ici, on a eu une baisse des net income, mais les free cash flow étaient à des niveaux assez corrects. Et à ce niveau-ci, on a des net income qu'on a connus aux alentours ici de 2020. Pourtant, les free cash flow qu'on a présentement sont moins élevés. Donc, comparez toujours les deux. D'accord? Essayez de regarder pourquoi est-ce que les free cash flow ont baissé à ces niveaux-ci. Ça peut également être dû à la dépense en capital. Mais on ne va pas revenir ici sur BCE. Ce que je vais vous montrer, c'est que avant tout, on sélectionne les entreprises de manière visuelle. Ici, même avant de rentrer en profondeur, je vois que les free cash flow ici sont stables, à peu près. OK? On voit ici que les net income également sont à peu près stables. Donc, pour moi, ici, c'est validé. OK? Donc, maintenant, je vais prendre l'entreprise qu'on appelle TELUS, qui est également une entreprise qu'on aurait pris en considération ici dans la liste. Je vous ai donné la liste également ici. Donc, vous allez voir TELUS, toutes les entreprises canadiennes, croissance exponentielle, free cash flow à peu près stable, net income à peu près stable et croissant. On aime ça. Quand je vais prendre également Rogers, donc Rogers c'est RGI si je ne me trompe pas. Rogers. Attention, il y a Rogers Corporation et Rogers Communication. C'est Rogers Communication, d'accord? Ticker symbole RCIB, côté sur la bourse de Toronto, dans le TSX. D'accord? Quand vous regardez Rogers Communication ici, vous allez vous rendre compte de quoi? Rogers Communication ici, les marges également, les bénéfices, les free cash flow également sont stables ici. Les net income sont à peu près stables. Donc, on voit ici qu'il y a une certaine discipline. OK? Donc, ces deux entreprises-là m'intéressent également. Donc, quand on prend la liste ici par rapport aux entreprises qu'on a citées, qui pourraient être intéressantes pour votre watchlist ici, hormis le fait que, pour moi, AT&T et Verizon sont sous-évalués, mais pour moi également, BCE, TELUS et Rogers méritent une place dans la watchlist. Donc, ce sont les entreprises que vous allez observer et vous allez les attendre patiemment jusqu'au moment où le prix sera intéressant. Si le prix est intéressant, vous pouvez les acheter, mais attention, ça vous permet déjà de commencer à faire vos recherches en amont, en date d'aujourd'hui. Le plus important déjà pour un investisseur qui recherche des entreprises de qualité, c'est d'avoir déjà une watchlist d'entreprises qualitatives dépendamment des secteurs. Donc ici, pour le segment des télécoms, je précise bien, en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, nous prenons Verizon, AT&T, BCE, donc Bell Communication, TELUS et Rogers. D'accord? Si on parle, on pourrait rajouter l'Human Technology, mais l'Human Technology a des problèmes particulièrement ici. Donc, faites attention. Donc, elle est en pleine transformation en date d'aujourd'hui. Si vous la regardez du point de vue du PER, etc., vous allez vous rendre compte que c'est sans doute l'entreprise ici qui a le free cash flow yield le plus élevé ici, mais ce n'est forcément pas l'entreprise qui représente la meilleure opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, faites attention à ça. Donc, pour l'Human, je vais la mettre de côté en observation. Également, vous aurez pu rajouter Cogent Communication, qui est également dans ce segment-là. Mais elle est plus petite ici, mais qu'est-ce que vous observez sur Cogent? Élevé. Vous voyez, c'est très réglé. Donc ici, les revenus sont stables. Les free cash flow, qu'est-ce qu'on observe ici? Nous avons des free cash flow qui sont croissants. Les net income, qu'est-ce qu'on observe en termes de net income? Nous avons des net income qui sont, voilà, on ne dira pas qu'ils sont croissants. Les net income sont moins élevés que les free cash flow ici. Donc on peut se dire que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie ici. Donc si vous voulez la regarder ici, il faut regarder les free cash flow plutôt. OK? On n'aura pas la véritable rentabilité avec les net income. Donc, les PER ne nous donneront pas la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Donc, ce que je peux dire observer ici, c'est que ce que je vois là, j'aime ça. Mais également, je peux également regarder quoi? La marge brute ici. Pour voir si on a une marge brute qui est à peu près stable. Nous avons une marge brute qui est même croissante. Je peux également regarder la marge EBITDA. D'accord? Qu'est-ce que j'observe ici? Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une stabilité, une croissance? On a une croissance des marges EBITDA. Si je les mets en termes de volume, vous allez également voir cette croissance des marges EBITDA. N'est-ce pas? Donc, on les met ici, en EBITDA ici. Vous remarquez quoi? Croissance des marges EBITDA. D'accord? Donc, on peut se dire ici que visuellement, il y a quelque chose à jouer sur cette compagnie-ci. En tout cas, du point de vue qualitatif, il y a peut-être quelque chose. Donc, il faut creuser maintenant. OK? Cogent Communication, je l'ajouterai également sur la liste. OK? Donc, la dernière entreprise que je pourrais rajouter sur la liste ici, on va mettre ici, c'est EcoStar Corporation. D'accord? EcoStar Corporation, vous allez remarquer que oui, le prix baisse, etc. Mais attention, l'histoire de 2015, ce n'est pas la même histoire c'est pas la même histoire aujourd'hui parce qu'ici on a une stabilité depuis plusieurs années. OK? Donc maintenant, c'est bien d'avoir une stabilité, mais est-ce que c'est une entreprise ici qui a des net income qui sont à peu près stables? Nous voyons que nous avons des net income en dents dessus. OK? Est-ce que les free cash flow sont à peu près stables ici? On observe quoi? Nous avons des free cash flow ici qui sont, voilà, qui suivent à peu près les net income. Donc on peut se dire que sur cette entreprise-ci, c'est pas comme si c'est très qualitatif parce que c'est très brouillon au niveau des résultats ici, mais
on remarque qu'on a une stabilité depuis quelques années. Depuis à peu près 3 à 4 ans ici, on a une légère stabilité. Les revenus, les free cash flow se stabilisent aux alentours, je dis bien aux alentours des 150 millions par là. OK? 150 millions. Donc, même à 10 fois les bénéfices, 10 fois les free cash flow ici, on va se dire que ça, c'est une entreprise qui est peut-être sous-évaluée en date d'aujourd'hui si on maintient les free cash flow actuels. OK? Attention. Et vous pouvez regarder ici que, est-ce que c'est une entreprise qui a une énorme dette? On constate quoi? Non. Elle a plutôt remboursé la dette entre-temps. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avec le free cash flow supplémentaire? Est-ce qu'elle a distribué un dividende? Non. Elle a racheté massivement ses actions. Entre 2020 et aujourd'hui, on a racheté à peu près aux alentours de 13 millions d'actions. 13 millions d'actions. Ça veut dire que si le prix moyen de ces actions-là était aux alentours de $10, on a au moins dépensé 130 millions. D'accord? Et ça ne fait que baisser. Si on le met ici en termes de grow down, de pourcentage ici, donc je prends ici par rapport au plus haut, donc grow down from all time high, vous remarquez ici que par rapport au plus haut ici, on a racheté près de 13% en l'espace de, voilà, en l'espace ici de 2 ans, on a racheté 13% des actions de cette compagnie-ci. Donc, on lui distribue un dividende et rachète ses actions parce qu'elle est sous-évaluée. D'accord? Donc, Ecosta également pourrait faire partie de la liste. Mais attention, ça c'est du point de vue quantitatif. Et vous allez remarquer que toutes ces entreprises arrivent à maintenir leurs marges stables. Les revenus sont à peu près stables ici. Les marges sont stables. Elles gagnent de l'argent. D'accord? Il y a une certaine discipline ici. D'accord? Il n'y a pas une limite que non, je veux une entreprise qui a 10% de marge bénéficiaire, etc. Ça dépend. Si vous mettez des limites strictes ici, il y a certaines entreprises que vous allez rater. Vous allez avoir parfois certaines entreprises qui gagnent 10% aujourd'hui, mais qui ne gagneront pas 10% demain. Certaines entreprises, vous allez les avoir, vous n'allez pas les avoir parce qu'elles ne gagnent pas le 10% aujourd'hui, mais elles ont l'habitude de gagner ce 10%. Elles ont l'habitude de gagner généralement ce 10% de marge là, sauf qu'il y a peut-être eu ici, par exemple, une charge spéciale. Donc, les screeners, laissez-les ouverts. D'accord? Faites des screeners ici par industrie et commencez à regarder ligne par ligne. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que les meilleures entreprises ont tendance à avoir des marges, des revenus stables. Je dis bien, c'est réglé comme du papier à musique. Si vous prenez du LVMH, c'est bien réglé. Mais si vous la comparez par exemple à Kering, vous allez voir que sur Kering, c'est un peu brouillon. D'accord? Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça avec les belles entreprises. C'est très bien réglé. Donc, quand on prend les entreprises ici canadiennes, vous allez voir que les canadiennes sont extrêmement bien réglées. Et c'est normal, c'est un environnement, c'est un oligopole ici. Donc, ces 3 entreprises dominent le marché littéralement. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres opérateurs, mais ces 3 entreprises dominent littéralement le marché. OK? Donc, elles n'ont pas d'intérêt ici à faire une concurrence par les prix. D'accord? Vous allez voir que, par exemple, si vous êtes investi dans Rogers et que vous êtes au Canada ici, dans Rogers, vous avez Fido. Fido appartient à Rogers. Dans Rogers également, vous allez avoir d'autres entités. D'accord? Donc, chacune ici a peut-être plusieurs marques. D'accord? Pour le secteur des télécoms ici, les entreprises à avoir dans votre watchlist en Amérique du Nord, en date d'aujourd'hui, sont Verizon, AT&T, Bell Communication, TELUS, Rogers, d'accord? Cogent Communication, EcoStar, et dans une certaine mesure T-Mobile, mais on sait que T-Mobile ne gagne pas d'argent actuellement parce que c'est une entreprise en pleine transformation. D'accord? Elle a fait une acquisition, elle doit la digérer. Maintenant, on va passer au niveau de la rentabilité. Donc, faites attention ici. En termes de sous-évaluation, vu qu'on a déjà étudié ces 2 entreprises-là, Verizon et AT&T sont sous-évalués en date d'aujourd'hui. OK? Ça, c'était mon screener pour les entreprises exerçant dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Donc, dans cette liste-ci, c'est uniquement des entreprises que vous allez prendre et mettre dans votre watchlist et commencer à faire vos analyses. D'accord? Donc, vous allez lire les rapports financiers. Vous n'allez pas juste les acheter parce que Thierry a dit, oui, les entreprises ici pourraient représenter des opportunités d'investissement. Non. On lit les rapports financiers, on essaie de voir, OK, cette opportunité d'investissement, pourquoi? Parce qu'une opportunité d'investissement ne vient jamais sans un risque. Faites attention. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que Verizon chute donc en bourse? Pourquoi? C'est la bonne question. Peut-être parce qu'elle a augmenté la dette ces dernières années-ci. Mais ce n'est surtout pas parce que l'activité ici est en train de mourir. Même pas. C'est même une activité qui pourrait très bien performer en période difficile. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, on va continuer ici avec, prochainement, on va regarder les entreprises qui exercent dans le même secteur, d'accord, dans le même secteur, mais maintenant en Amérique, en Europe, pour essayer de déterminer lesquelles pourraient être intéressantes à avoir dans la watchlist. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.